Evening News. Au Mali, visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Avis de la population sur la visite de ce dimanche 17 octobre de la CEDEAO à Bamako, une visite qui avait pour objectif d'inviter les autorités de la transition à respecter le délai de celle-ci. Aux États-Unis, Colin Powell, le secrétaire d'État sous George Walker Bush, est décédé du Covid-19. Plus de détails à suivre dans la page internationale. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce journal, fidèles téléspectateurs. Si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous en parlions tantôt, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a effectué ce dimanche 17 octobre une visite au Mali. Objectif, s'enquérir de l'état de l'avancement de la transition. Adama Sanogo pour le récit de la visite. Après une série de visites de l'émissaire de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, c'est au tour du président ghanéen de se rendre au Mali. Au cours de cette visite tenue ce dimanche 17 octobre, Nana Akufo-Addo et le président de la transition malienne, colonel Assimi Goïta, ont eu deux entretiens. Un premier tête-à-tête et des échanges en présence des deux délégations. Aucune déclaration n'a été faite à la presse. Toutefois, selon certaines indiscrétions, il en ressort des échanges que le colonel Assimi Goïta a saisi l'occasion pour faire un plaidoyer de la situation, notamment les problèmes d'insécurité, les chantiers ouverts et les assises nationales annoncées. En outre, l'affaire Wagner est revenue dans les débats. Le colonel Assimi Goïta a rappelé que rien n'est encore signé avec cette société privée russe. De son côté, Nana Akufo-Addo a pris la parole pour rappeler que les militaires maliens doivent respecter leur engagement en organisant les élections présidentielles et législatives fin février 2022. Pour veiller à la bonne application de ces doléances, des émissaires de la CEDEAO sont attendus avant la fin de ce mois pour faire le point de la situation. Toujours dans le cadre de la visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État ouest-africains à Bamako, une visite qui avait pour objectif d'inviter les autorités de la transition à respecter la date de tenue des élections en février 2022. Que pense donc la population sur cette décision de la CEDEAO? La réponse dans ce micro-trottoir de Aminata Traoré et Eladji Malik Guitei. À mon avis, vu la situation actuelle du pays, j'aurais préféré qu'on laisse un peu de temps à la transition, juste le temps de garantir l'intégrité territoriale. Ensuite, nous allons parler des élections. En ce qui concerne la visite d'hier de la CEDEAO, s'ils sont venus pour nous aider vraiment, il faut qu'ils soient à l'écoute de la population. Sinon, moi je pense que le déroulement de la transition est bon. Moi, je pense que les responsables de la transition sont fautifs, car ils ont pris cette décision avec la CEDEAO sans l'avis de la population. Donc, ils sont obligés de respecter leur engagement. Selon moi, les membres de la CEDEAO sont juste venus pour nous aider, car ils n'ont rien à perdre. Nos autorités ont tendance à brûler les règles de la Constitution. Sinon, normalement, même si ça reste une ville, on peut procéder aux élections. Je suis pour les élections et ça va arranger tous les Maliens. Nous poursuivons avec un communiqué du chef d'état-major des armées. Le chef d'état-major général des armées informe la population que les forces armées maliennes ont vigoureusement réagi tôt ce matin à une attaque perpétrée par un groupe armé non encore identifié contre un poste situé à Acharan, localité située à environ 45 km de la ville de Tombouctou. Après de violents combats, les assaillants ont décroché, laissant derrière eux 4 morts et de nombreux équipements, dont un véhicule logistique contenant beaucoup de matériel, des armes et de nombreuses munitions. Les assaillants qui se sont regroupés à partir de Babaga, non loin de la localité de Gundam, ont d'abord saboté l'antenne GSM de
Tintelout avant de s'attaquer au poste. Dans leur retraite, ils ont enterré 2 autres morts à Farache et de nombreux blessés constatés. Le chef d'état-major général des armées présente ses sincères condoléances à la famille et aux frères d'armes de la victime Fama et souhaite prompt rétablissement aux 3 blessés. Le chef d'état-major général des armées exprime toute sa reconnaissance aux Fama pour les efforts combien louables et constants dont ils font preuve tous les jours. Pour la 6e année consécutive, l'Institut supérieur du commerce ISC Business School a organisé le concours Bachelier 2021, un concours qui va permettre aux 5 meilleurs candidats d'obtenir une bourse d'études de 3 ans au sein de l'établissement. Cette année, Yara Oil s'est engagé à prendre en charge les frais scolaires de 3 personnes. Les 2 autres seront pris en charge par l'ISC lui-même. Aruna Seliakouni pour le reportage. Ils sont une centaine de nouveaux bacheliers à tenter leur chance au concours Bachelier 2021. Parmi eux, les 5 meilleurs seront sélectionnés. Ce concours est placé par l'ISC Business School dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. J'ai d'octroyer des bourses à 5 lauréats, des gens qui sont censés plus tard impacter positivement sur le sort de notre nation à travers un concours d'excellence. Donc ce concours-là se passe sur 4 matières, à noter la culture générale, la logique, l'anglais et la dissertation. Les 10 premiers de ces 4 matières écrites passeront une interview le mercredi. Les 3 bourses coûteront plus de 15 millions de francs CFA à Yara Oil, tout frais compris. 15 millions de cents, ça c'est la valeur des 3 bourses, plus les frais de logistique que Yara Oil a bien voulu sponsoriser, on va dire. À travers l'initiative, l'entreprise s'est dit fière de contribuer à l'édification du pays. Et ce qu'on a voulu faire, ce n'est pas pour nous. On ne va jamais les forcer à venir travailler chez Yara, mais les portes de Yara ne seront jamais fermées pour eux. Et satisfaction sur un plan national, voyant des jeunes, l'engouement qu'on avait aujourd'hui, le recteur nous a affirmé que c'est la plus grande affluence depuis le début de ce concours qu'il organise depuis 6 années maintenant. Ce concours a une spécificité. Les candidats s'inscrivent sans fournir de dossier. L'inscription était gratuite et il n'y avait pas de dossier à fournir également. À quoi bon de demander à 800 personnes d'amener des dossiers, à savoir 2 photos d'identité, l'acte de naissance, copie du bac, pour n'en retenir que 5. Donc je dis en ce sens que notre concours est également un concours écologique, parce que nous n'exigeons aucun dossier et aucun frais de dossier aussi. Cette opportunité d'avoir une bourse d'études de 3 ans est une chance à saisir selon les candidats. Bon, cette occasion nous plaisait beaucoup d'avantages. Ça nous permet de connaître des trucs. J'aimerais être journaliste, moi. J'ai eu l'honneur de faire ce concours pour pouvoir avoir une bourse. Je vais faire la gestion informatique, réseau et télécommunications. C'est comme un don pour les gens qui ne peuvent pas payer les frais. Les 5 heureux gagnants seront connus le mercredi prochain, à la sortie de la dernière épreuve orale. Nous posons nos valises au Portugal pour l'infographie du jour. Les Açores en portugais sont un groupe d'îles portugaises. Açores, autrement autour des palombes, est une espèce de rapace de taille moyenne proche de l'épervier d'Europe. Cette rapace qui donne son nom aux îles figure d'ailleurs sur le drapeau de l'archipel. Situé dans l'Atlantique Nord, les Açores sont à environ 1450 km à l'ouest de Lisbonne et à 2446 km à l'est-sud-est des côtes orientales de l'île de Terre-Neuve, dans la province de Terre-Neuve et Labrador au Canada. L'archipel fait partie de la Micronésie. Se rattachant géographiquement à l'Europe, l'Union africaine fait figurer l'archipel parmi les territoires africains. La plupart des îles sont soumises à une intense activité sismique. Concernant sa flore, une bonne partie de l'archipel est couverte d'une végétation luxuriante. Quant à la faune, la mer des Açores héberge différentes espèces de cétacés, dont les plus fréquents sont les cachalots, les baleines à bec et les dauphins. À présent, l'actualité internationale avec Aïssata Traoré.
La France a commémoré ce week-end le 60e anniversaire des massacres des Algériens du 17 octobre 1961. Cette nuit-là, des Algériens qui défilaient pacifiquement à Paris à l'appel de FLN sont tués par la police parisienne. Rabat Sehili, retraité et rescapé du massacre, se souvient. Nous devions nous trouver à 20h, place de l'Étoile, pour commencer notre manifestation. L'impératif, manifestation pacifique, aucun objet contondant ne devait être porté par les militants. Aucun. 60 ans après cette nuit d'horreur, impossible d'établir un bilan précis de la répression. Ce sont plusieurs dizaines de morts tués par balles ou noyés dans la Seine qui sont découverts. Le quotidien, notre quotidien, c'était comme ça. La découverte de cadavres, soit ceux qui étaient pendus dans les bois de Vincennes, dans le bois de Boulogne, soit des cadavres qu'on trouvait comme ça, par hasard. C'est pour ça que le nombre, nous ne le saurons jamais. Jamais on saura un nombre exact. Le soir de ce mardi noir, la répression sanglante était à la hauteur de la brutalité des policiers déployés. Se souvient encore cet octogénaire. Ils étaient d'une brutalité féroce. Ils avaient la rage de faire du mal. Et quel que soit l'individu. Avis aux amateurs, il ne fallait pas tomber sous le coup de la crosse qui allait s'abattre sur le crâne. Ils étaient d'une férocité, c'était sauvage, ni plus ni moins. Samedi 16 octobre 2021, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé l'instauration d'une minute de silence chaque 17 octobre à 10h GMT en mémoire des martyrs du 17 octobre 1961. L'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell est décédé des suites de complications liées au Covid-19. L'annonce a été faite par sa famille à travers un communiqué publié ce lundi. Premier afro-américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major des armées aux États-Unis, Colin Powell a ensuite été le chef de la diplomatie américaine sous la présidence du républicain George W. Bush. Né en avril 1937 à Harlem, l'ancien secrétaire d'État américain a grandi à New York, où il a étudié la géologie. Il avait commencé sa carrière militaire en 1958. D'abord posté en Allemagne, il a ensuite été envoyé au Vietnam comme conseiller militaire de John Kennedy. Colin Powell est décédé à l'hôpital Walter Reed, situé dans la banlieue de Washington à l'âge de 84 ans. Nous avons perdu un mari, un père et un grand-père remarquables et aimants, et un grand Américain, a déclaré sa famille dans un communiqué sur les réseaux sociaux, précisant qu'il était entièrement vacciné. Avocat de la guerre en Irak, on se rappelle qu'en février 2003, Colin Powell avait justifié devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'invasion de l'Irak par les États-Unis d'Amérique dans une longue allocution sur les armes de destruction massive. Après l'annonce de sa mort, l'ancien président George W. Bush a salué dans un communiqué la mémoire, je cite, d'un grand serviteur de l'État, très respecté. Fin de citation. En Birmanie, le chef de la junte birmane a annoncé que le pays s'apprête à libérer plus de 5000 personnes emprisonnées pour avoir protesté contre le coup d'État de l'armée en février dernier. Pour de nombreuses raisons différentes, ils ont participé à des manifestations violentes. Parmi ceux qui ont été en prison ou qui ont comparu devant un tribunal, ceux qui remplissent les conditions bénéficient d'une grâce pour pouvoir faire preuve de leur bonne volonté pendant le festival Tandeng 8. Au total, ce sont 5636 prisonniers qui seront graciés et libérés avant la fête bouddhiste de Tanding Youth qui débutera mardi, a déclaré ce lundi 18 octobre le général Min Aung Hlaing sans donner de détails sur les personnes qui seraient incluses dans la liste.
Cette décision de gracier des prisonniers intervient quelques jours après que le chef de la junte birmane ait été exclu du sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud en raison de la gestion de la crise par le gouvernement militaire. Depuis ce putsch militaire du 1er février qui a renversé Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, des cas de torture, de viol et d'exécution extrajudiciaire sont rapportés par l'Association d'assistance aux prisonniers politiques. Nous parlons du collectif Team Arts dans la page culture. Le collectif Team Arts a procédé le samedi 16 octobre 2021 au vernissage de son exposition intitulée Espoir, issue de son projet Armix. Il vise à diversifier les expressions artistiques du collectif dans ses initiatives de promotion de l'art contemporain. Avec l'exposition Espoir, les artistes gardent espoir pour un lendemain meilleur. Youssouf Kone et Bakoro Banyari. La peinture, la sculpture, la danse contemporaine et le slam sont les disciplines à travers lesquelles 12 jeunes artistes participant au projet Armix du collectif Team Art ont décidé de distiller de l'espoir à travers leur création. L'espoir d'un lendemain meilleur face aux difficultés que connaissent de nos jours le Mali et le monde entier. Armix est un projet financé par le Fonds africain pour la culture. C'est un projet qui regroupe plusieurs disciplines artistiques, initié par le collectif Team Art, composé exclusivement de plasticiens. Mais là, Armix fait appel à d'autres disciplines, notamment le slam et la danse, qui ne font pas partie des Team Art. Dans cette exposition, chaque artiste s'est approprié la thématique de l'espoir selon son inspiration. Aujourd'hui, les conséquences de la déforestation et du réchauffement climatique sont perceptibles sur la nature, notamment la faune, une thématique abordée par les artistes dans leur création. Le thème espoir, moi je l'avais vu comme un lien en rapport avec la nature, parce que je me suis dit qu'il faut que nous préservons la nature. Donc la nature, qui dit nature, parle des animaux. Certains de ces animaux dans la nature qui disparaissent, donc je me suis dit que bon, pourquoi ne pas lancer un appel par rapport à cette idée pour faire venir à la population de penser un peu en arrière aux animaux, à la nature. Avec son œuvre intitulée La mère de Fatoumata, Mariam Ibrahim Maïga rend hommage à une sœur décédée du cancer des seins et sensibilise sur cette maladie. Une grande sœur qui a été atteinte par cette maladie et malheureusement qui est décédée à la suite de cette maladie. Et moi, je voulus lui rendre un hommage et aussi profiter de sensibiliser autour de moi les femmes. J'ai mis l'accent sur la main et le soutien parce que chaque malade du cancer a besoin vraiment de soutien de sa famille, de son entourage. Et elle particulièrement, c'était une personne qui tendait la main à tout le monde et qui aidait tout le monde. Malgré qu'elle était malade et elle était vraiment souffrante, mais elle était là. Chacun doit se protéger en se dépistant et en essayant de faire l'autopalpation. Notons que l'exposition Espoir continuera jusqu'au 7 novembre 2021 au siège du collectif Team Art 6 à Kalabankoro Plateau. Cela fait quelques années que le club malien n'arrive plus à accéder à la phase de groupe des compétitions africaines. Les raisons, elles sont diverses selon les experts. Les explications au micro d'Eladji Malik Guitei. La dégringolade des clubs maliens en compétition africaine des clubs continue toujours. Pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaines et de la Coupe CAF, les deux représentants maliens, à savoir les Stades maliens de Bamako et les Binga FC, sont tous tombés à domicile 1-0 face respectivement au Oroya AC de la Guinée et l'Asfa Yenega de Burkina Faso. Une situation difficile qui se répète depuis un certain temps et qui met en lumière le faible niveau de compétitivité des clubs maliens depuis le sacre du Stade malien de Bamako en 2009 et la finale perdue de Djoliba AC en 2012. Une dégringolade qui s'explique par plusieurs facteurs selon Suleiman Bobo Tungara. Ce que je reproche d'abord au club malien, c'est le manque de compétences techniques. Ça, c'est extrêmement important. On n'a pas les hommes les mieux indiqués pour d'abord diriger ces clubs, aussi bien au niveau des dirigeants qu'au niveau des techniciens. Ensuite, il y a le manque de moyens financiers. Ça, il ne faut pas avoir peur des mots, parce que jusque-là, notre championnat, c'est un championnat amateur. Ce n'est pas encore le championnat professionnel, contrairement à beaucoup d'autres pays. Résultat, les clubs maliens trébuchent au but sur plus fort qu'eux et se font éliminer dès les premiers tours.
Le dernier a accédé à la phase de poule d'une compétition africaine de clubs et les Djoliba AC en 2018, éliminé bon dernier de sa poule. Je pense que si un club malien arrive aujourd'hui à se qualifier à la phase de poule, moi je parlerais, pour moi, ce serait un incident de parcours. Parce que le travail qui est fait en amont ici ne peut pas obtenir de résultats, en tout cas sur la durée. Ça peut passer une ou deux fois, mais sur la durée, il est clair que ce travail n'est pas suffisant, ce travail n'est pas bien élaboré, ce travail n'est pas bien mûri, bien réfléchi pour pouvoir aller loin. Alors que faire pour briser ces signes indiens qui s'installent au niveau du football malien? Pour Suleiman Bobo Tungara, il faut vite une remise en cause. Quand vous mettez les moyens, quand vous vous donnez les moyens, quand vous vous organisez, quand vous êtes jaloux de ce que font les autres, vous pouvez rivaliser avec n'importe qui. Surtout pour un pays comme le Mali, où le talent est reconnu par tout le monde. Regardez au niveau des petites catégories d'âge, au niveau des catégories d'âge, l'exploit que nous réalisons, aussi bien au niveau du basket que du football. Donc il faut qu'on fasse une remise en cause. Il faut qu'on se dise qu'il est temps de copier chez les autres. Et puis de venir, quand on dit copier, il ne s'agit pas de faire du copier-coller. Hein. Vous prenez chez les autres ce qui peut être appliqué chez nous, ce qui peut marcher chez nous. Et puis c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Même s'ils ne sont pas mathématiquement éliminés, les stades maliens de Bamako et les Binga FC auront fort à faire le week-end prochain pour renverser la tendance après des prestations à domicile qui laissent à désirer et qui reflètent en général le niveau du championnat malien de football. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle de la réalisation. À très bientôt sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.